Bien, rebonjour. Cet après-midi, c'est un thème quand même assez différent de celui de ce matin. Et je voulais tout de même vous donner un peu de l'historique du projet. Alors, j'ai le plan de présentation. Mais avant d'aborder ce qu'il y a dans le plan de présentation, je voulais souligner comment le projet, en fait, a vu le jour. Au Canada, on a eu le gouvernement de Stephen Harper qui était tout à fait opposé à l'accueil des réfugiés syriens. Assez rapidement, on a eu des élections et assez rapidement, le nouveau gouvernement, le gouvernement de Justin Trudeau, a décidé d'ouvrir nos portes aux réfugiés syriens. Et les paramètres temporels que le gouvernement de Justin Trudeau a choisis étaient tout de même assez rapides. Ce qui fait que nous avons accueilli beaucoup de réfugiés syriens, environ 25 000, ce qui est beaucoup compte tenu de la population canadienne, sur une période d'environ 6 mois. Et ce qu'on a vu, ça a été une sorte de débordement des agences sociales et de santé qui avaient énormément de difficultés à intégrer les réfugiés syriens. À ma grande surprise, parce que comme ergothérapeute, je n'ai toujours pas l'habitude d'être nécessairement dans les hautes sphères, j'ai eu un appel de la ville d'Ottawa qui avait choisi d'accueillir 1200 réfugiés. Et la ville d'Ottawa voulait monter un projet tout à fait différent, un projet qui n'allait pas s'appuyer sur les paramètres réguliers d'âge, de profil, d'apprentissage de la langue, mais qui désirait un programme qui se fondait sur l'occupation. Alors, inutile de dire que j'ai sauté sur l'occasion. Et donc, nous avons démarré le projet. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an. On va remettre le rapport intérimaire en juin. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est cette première année d'expérience avec environ... c'est un pilote qui, éventuellement, va desservir 1200 réfugiés syriens. Alors, avant de me lancer dans la description, je voulais vous situer un peu par rapport à l'ergothérapie au Canada. Nous avons l'Association canadienne des ergothérapeutes qui compte environ 16 000 membres. Et son mandat, c'est vraiment la promotion de l'ergothérapie au Canada et à l'étranger. Notre diplôme d'entrée au Canada, c'est une maîtrise professionnelle de 2 ans. Et en passant, c'est une maîtrise professionnelle qui ne requiert pas toujours nécessairement d'avoir une formation antérieure en ergothérapie. Et il y a toujours un débat au Canada. Chez nous, le choix a été d'accueillir des étudiants avec des formations très variées. Donc, nous, ce qu'on appelle le bac, vous, probablement la licence, soit en sociologie, on en a eu en arts plastiques, en théâtre. Mon opinion à moi, mais le débat fait toujours rage au Canada. La profession est réglementée par des ordres professionnels provinciaux et encore une fois, les critères peuvent varier légèrement d'une province à l'autre. Et la formation continue est obligatoire et évaluée électroniquement. Donc, dès qu'on est inscrit auprès d'un ordre professionnel, on reçoit régulièrement des modules à compléter qui sont comptabilisés dans notre dossier au niveau de l'ordre. Alors, on est suivi de façon tout de même assez serrée en ce qui concerne la formation continue. Alors, lorsqu'on parle de soutien par les pairs, on va d'abord encore définir les termes clés. En passant au Canada, on utilise 2 termes. Je voulais parler de réadaptation en base communautaire avant, je reviendrai à la paire aidance. Le soutien par les pairs est depuis toujours associé à une autre stratégie qu'on appelle la réadaptation à base communautaire. Et en ce qui a trait au document de l'OMS, l'OMS définit vraiment la réadaptation à base communautaire comme étant la stratégie de développement communautaire qui est spécifique au personnel de réadaptation. C'est mon créneau de recherche, ça a été aussi un créneau de pratique. Et ce qui est assez frappant pour les ergothérapeutes, c'est que nous sommes les seuls en réadaptation à base communautaire capables de couvrir à la fois les aspects physiques et psychologiques. Donc, lorsque les agences internationales recrutent,
des agents, des professionnels en réadaptation à base communautaire, ce sont souvent les ergothérapeutes qui sont sollicités. Et un exemple que je peux donner facilement, lorsque je travaille dans une zone de conflit, je peux donc travailler autant sur la blessure par balle, le lésé de la moelle épinière qui a été blessé par balle, que sur le syndrome de choc post-traumatique qui est associé. Mais un seul professionnel de la santé peut couvrir les deux volets et ce sont les ergothérapeutes. Donc, la RBC est vraiment un créneau privilégié pour notre profession. Et à l'intérieur de la RBC, depuis sa naissance, c'est-à-dire en 1978, on a toujours intégré un volet de soutien par les pairs pour une raison toute simple. C'est une stratégie qui a toujours été utilisée dans les milieux qui ont très peu de ressources à leur disposition. Et donc, l'enjeu, dès le départ, a été de trouver des formules qui permettaient de créer des agents multiplicateurs. Donc, la RBC, fondamentalement, c'est une formule d'agent multiplicateur et le soutien par les pairs, donc, peut jouer un rôle très important dans cette multiplication. Au Canada, on utilise deux terminologies. On parle soit de soutien par les pairs ou de pair intense. Alors, le soutien par les pairs a pour objet de favoriser le rétablissement intégral de la personne par l'amélioration de son bien-être général. Donc, lorsqu'on forme un père aidant qui va aider un père aidé, on s'assure vraiment de ne pas lui donner une formation très étroite qui va aborder un seul enjeu. Le père aidant est vraiment un agent de mieux-être, donc, encore une fois, une formation assez souple et qui va lui permettre d'intervenir dans un ensemble de sphères de la vie de la personne qu'il va accompagner. Les relations propices à l'autonomisation, la participation à des activités enrichissantes et la capacité de connaître le bonheur concourent à favoriser le rétablissement. Et ces trois créneaux, donc l'autonomisation, les activités enrichissantes et créer des conditions propices au bonheur, font partie du mandat, généralement, du père aidant. Donc, comme vous le voyez, on ne se situe pas dans un modèle médical. C'est une ouverture beaucoup plus vaste, une posture beaucoup plus vaste. Le père aidant accompagne le père aidé dans le développement de ses relations et activités propices au bien-être. Alors, c'est la définition de base sur laquelle on va construire. Et un point extrêmement important, c'est que l'efficacité du soutien par les pairs repose sur l'expérience vécue commune aux deux parties. J'explique. Lorsqu'on fait un pairage, comme je disais, au niveau du mandat, le mandat du père aidant est assez vaste, mais par contre, au niveau de la spécificité du pairage, ça, c'est assez précis. Parce que ce qu'on recherche, c'est une relation où la personne qui est accompagnée n'a pas besoin d'expliquer en détail son contexte, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle trouve difficile, parce que la personne qui l'accompagne a connu ou connaît encore exactement la même situation. Donc, un exemple, on a monté plusieurs programmes de pères aidants, entre autres avec des parents dans le Grand Nord canadien d'enfants qui souffrent du spectre du syndrome de l'alcoolisme fœtal. Donc, un parent qui avait su surmonter une partie des enjeux reliés au syndrome de l'alcoolisme fœtal était tout à fait en mesure d'accompagner un autre parent parce que cette expérience vécue était vraiment au cœur de sa propre vie. Et donc, ce qu'on va toujours tenter de faire, c'est de mettre en présence des gens qui ont cette expérience commune, le père aidant ayant surmonté une partie des obstacles et n'étant pas en crise, le père aidé étant au début du processus et ayant besoin d'un guide qui n'est pas un professionnel de la santé. Comme ergothérapeute, je n'ai pas ce nœud d'expérience vécue avec
mon interlocuteur, et donc je ne peux pas fournir le même type de service qu'un père aidant. Le père aidant fournit quelque chose d'absolument unique qu'aucun professionnel de la santé ne peut offrir. Alors, si on regarde un peu l'état des lieux, comme je vous disais, à Ottawa, finalement, on a accueilli environ 2000 réfugiés depuis 18 mois. Nous avons vécu des enjeux majeurs quant au délai de traitement des dossiers, à l'hébergement, à l'emploi, à la prévalence des incapacités tant physiques que psychologiques et sociales. Un des choix du gouvernement canadien a été de cibler dans les camps, que ce soit en Jordanie, au Liban, les personnes en fait qui étaient en situation de handicap. Donc, la proportion de personnes avec des incapacités est beaucoup plus élevée dans le groupe des réfugiés que dans la population en général. Cette montée des incapacités a créé une surcharge énorme pour les agents d'intégration. Dans le système canadien, l'agent d'intégration est chargé d'accompagner le nouvel arrivant dans toutes les tâches qu'on pourrait qualifier de logistique. Donc, comment ouvrir un compte bancaire, comment prendre un autobus, comment inscrire ses enfants à l'école, comment obtenir une carte santé. Et les agents d'intégration sont outillés pour traiter de nombreux dossiers, mais avec des gens qui parlent la langue et qui n'ont pas d'incapacité. Alors, très rapidement, on les a retrouvés sur les rotules. Et parmi les réfugiés, lorsqu'on a évidemment démarré par des sondages, des rencontres avec les réfugiés, lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils trouvaient le plus pénible au quotidien, c'était l'isolement et l'oisiveté. Alors, le programme, au départ, on a démarré avec un projet pilote. Avec des projets de soutien par les pairs, on essaie toujours de démarrer avec un projet pilote. On visait au départ les réfugiés syriens et irakiens, mais encore une fois, on termine maintenant le projet pilote en juin et les données recueillies à partir du projet pilote vont servir à mettre sur pied des projets pour desservir d'autres populations. Entre autres, on reçoit beaucoup de réfugiés népalais. Donc, les données obtenues à travers le pilote syrien vont aussi servir à la mise sur pied d'autres programmes pour d'autres communautés culturelles. Alors, on fait donc une sorte de mariage entre la réadaptation à base communautaire et le soutien par les pairs. Et comme je vous disais, la RBC a toujours tacitement et maintenant explicitement reconnu le soutien par les pairs comme une stratégie d'autonomisation. Et je tiens à souligner que la conception du programme s'est vraiment faite de pair avec des experts à Ottawa, des experts de la culture syrienne. Avant de démarrer quoi que ce soit, on a rencontré des anthropologues syriens, on a rencontré des réfugiés syriens eux-mêmes. On a vraiment fait une étude de notre milieu très soigneuse pour s'assurer de bien cerner le profil le plus courant et aussi les besoins les plus fréquents. Mais vous allez voir que même avec les analyses les plus précises, on peut tout de même parfois voir certains dérapages. Alors, le but, c'était d'utiliser le soutien par les pairs pour promouvoir l'intégration des nouveaux arrivants en maximisant le mieux-être. Et encore une fois, c'était centré sur les forces, les occupations et les aspects positifs. Alors, on a sélectionné, je recule un peu, lorsqu'on a lancé un appel au public, parce qu'on devait quand même trouver les pères aidants qui allaient accompagner les réfugiés syriens. Donc, on a lancé un appel à tous pour tenter d'identifier qui serait en mesure d'accompagner des personnes réfugiées ne parlant que l'arabe et qui avaient une expérience semblable. Et on a eu une chance extraordinaire. Nous avons eu des réponses de 300 bénévoles arabophones, tous des immigrants qui étaient au Canada depuis moins de 10 ans. Donc, leur expérience d'immigration était toujours fraîche.
Et pour plusieurs d'entre eux, ce processus d'immigration avait été passablement traumatisant. Donc, on a pu sélectionner dans ce bassin de 300 personnes. Au départ, on a sélectionné une trentaine de personnes que nous avons formées à devenir pères aidants. Et donc, notre démarche de départ, ça a été de poser la question, quels sont les besoins principaux pour, justement, ces nouveaux arrivants? Donc, comme je le disais, on a consulté plusieurs groupes de nouveaux arrivants, des réfugiés qui étaient au Canada depuis moins de 3 mois. Et à partir de ces données, nous avons réalisé que là où le bas blessait le plus, c'était les aspects terre-à-terre de la vie quotidienne. Donc, on a créé un volet qu'on a nommé les pères navigateurs. Et donc, le père navigateur, son rôle était justement d'aider les réfugiés dans les tâches quotidiennes que je vous décrivais, le compte bancaire, la carte d'assurance santé et tous ces aspects du quotidien. Évidemment, ce qu'on a vu aussi, c'était des besoins au niveau de soins de santé, tant au plan physique que de la santé mentale. Et lorsqu'on regarde les données relatives aux réfugiés, un des facteurs les plus importants pour empêcher la chronicisation d'un choc post-traumatique, c'est l'intervention précoce. Plus on va intervenir tôt, moins le choc post-traumatique va se réverbérer à travers le temps. Et donc, la question était justement de mettre le programme de formation sur pied le plus tôt possible et d'avoir des pères aidants disponibles sur le terrain dans un laps de temps très court. Et le projet, en fait, c'est un projet de recherche-action participative, mais qu'on n'a pas pu rattacher à l'université à cause des délais rattachés au comité de déontologie. Quand j'ai fait ma demande au comité de l'Université d'Ottawa, on m'a répondu que j'aurais une réponse dans les 18 mois. Donc, pour accélérer le processus, on a mis sur pied un comité de déontologie fait d'experts reliés à la structure de la ville d'Ottawa. Donc, le processus de déontologie a eu lieu, mais c'est un processus qui a pu se produire beaucoup plus rapidement. Et pour prévenir justement la chronicisation de certains états pathologiques, ce qu'on a aussi vu à répétition à Ottawa, c'était des familles où on retrouvait certaines formes de démence, mais qui n'avaient pas été dépistées. Alors, un des mandats des pères, on les appelait pères dépisteurs, c'était de leur donner une connaissance de base afin de pouvoir identifier les personnes qui, en fait, avaient des incapacités. Alors, comme vous le voyez, encore une fois, des choses pas nécessairement en profondeur, relativement superficielles, mais suffisantes pour nous permettre de dépister et de bien orienter vers les ressources disponibles. Troisième objectif, offrir en continu un soutien affectif aux personnes qui vivent un choc post-traumatique ou une autre problématique de santé mentale. Et donc, les pères aidants ont été formés à ce que je présentais ce matin, donc ce qu'on appelle les activités significatives, les occupations significatives propices à la résilience. Ce matin, je n'ai pas eu le temps de tout couvrir. En anglais, on va parler d'activités intentionnelles eudémoniques. Et donc, les pères aidants, dans leur formation, ont eu un volet qui portait spécifiquement sur les occupations qu'ils peuvent accomplir avec le père aidé pour, encore une fois, non seulement faciliter l'intégration, mais atténuer ou prévenir les problématiques de santé mentale. Et notre dernier volet, c'est un volet pour permettre aux nouveaux arrivants de s'intégrer dans les réseaux sociaux locaux, justement de briser l'évitement, éviter la ghettoisation et maximiser les possibilités d'emploi. Donc, un père réseauteur. Et la formation pour ce volet était très spécifique. On a demandé aux pères aidants de servir de tremplin linguistique. Donc, les premières rencontres avec les pères aidés, évidemment, se font en arabe, mais on demande que très tôt dans le processus, le père aidant commence à parler quelques mots d'anglais, servir
de guide dans l'apprentissage de la langue de base. Et ce qu'on demande aussi à nos pères aidants pour éviter la ghettoisation, ce sont des gens qui sont au Canada depuis assez longtemps, qu'ils ont de nombreux contacts à l'extérieur de leur monde arabophone, et nous leur demandons de faire le pont entre les pères aidés et leurs contacts à la fois dans leur monde, dans leur univers arabophone, mais à l'extérieur de l'univers arabophone. Encore une fois, pour permettre un éventail de possibilités qui va atténuer le processus de ghettoisation. Donc, notre programme de formation comprend ces 4 volets. Et compte tenu du fait que les pères aidants travaillent tous, ce sont des formations qu'on a données de soir pendant les week-ends. Et pour vous donner une idée un peu de la durée, c'est un programme de formation d'environ 20 heures. Donc, rien de trop onéreux au plan du temps, mais qui permet tout de même de donner les bases d'intervention. Ceci étant dit, une fois la formation faite, complétée, si le père aidé rencontre des difficultés que sa formation ne lui permet pas de résoudre, l'équipe demeure comme ressource. Alors, les pères aidants peuvent toujours m'appeler ou appeler l'équipe de la Ville d'Ottawa si certaines questions demeurent nébuleuses. Donc, on s'assure de bien les encadrer et on leur demande à intervalles réguliers pendant la formation de nous indiquer si d'autres connaissances leur seraient utiles. Et par exemple, en septembre, la plupart des pères aidants nous ont dit on n'a pas suffisamment de connaissances sur le handicap, sur les ressources disponibles à Ottawa, ce qui est accessible en fauteuil roulant. Donc, on leur a monté une formation spécifique sur le handicap dans la ville d'Ottawa. Alors, les fonds sont venus, ont été fournis par la Ottawa Community Foundation, qui est en quelque sorte un volet de la ville d'Ottawa qui s'occupe de toutes les questions de développement communautaire. Mais le programme a été géré par un autre organisme qu'on appelle le Ottawa Community Immigrant Services Organization, qui est l'organisme mandaté à Ottawa pour faire l'accueil, pour accueillir les immigrants et les réfugiés. On nous a accordé les fonds pour une période de 14 mois et comme je vous l'indiquais, le programme se termine en juin. Et de toute ma carrière de chercheur, c'est le moment où j'ai été le plus étonnée de la rapidité du secteur privé. On a déposé la demande de fonds un jeudi à 5 heures et le lundi matin, on avait les fonds. Alors, hallucinant de rapidité, j'ai été très impressionnée. Alors, les ressources, je vous en parlais, 300 bénévoles arabophones prêts à collaborer, mais on a dû réduire notre bassin à 30. On avait aussi des étudiants en ergothérapie de l'Université d'Ottawa qui ont agi comme concepteurs de la formation et aussi comme formateurs. Notre processus, donc, on a fait l'ébauche du programme avec des personnes qui étaient au fait de la culture syrienne. Et comme je vous le disais, on a fait un mini-pilote avant le pilote pour demander aux réfugiés eux-mêmes s'ils croyaient que leurs besoins allaient être comblés dans la mesure du possible avec la formation qui était prévue. On a fait l'embauche du personnel et en fait, la personne qui gère le projet, c'est lui-même un réfugié syrien qui est au Canada depuis environ 1 an et demi, 2 ans maintenant. Donc, encore une fois, pour permettre cette espèce de résonance avec l'autre, nous avons choisi un réfugié syrien qui parlait couramment le français et l'anglais et qui constituait donc la personne idéale pour faire le pont entre les nouveaux arrivants et la culture canadienne. Nous avons fait l'évaluation des ratifs démocratiques qu'on appelle Social Analysis System auprès des réfugiés et, encore une fois, pour s'assurer qu'on était bien au diapason. Et ensuite, une fois que la population des réfugiés a été très bien identifiée, nous avons sélectionné parmi nos 300 bénévoles ceux dont le profil se rapprochait le plus des réfugiés syriens qui ont fait partie aussi du projet pilote. Et je veux simplement aussi partager une anecdote. Bien qu'on ait soigneusement décortiqué les aspects culturels, religieux, psychologiques et tout,
on a tout de même réussi à faire fausse route dans certaines situations. Lorsque j'ai fait les premières consultations avec les réfugiés syriens qui étaient au Canada depuis moins d'1 mois, encore une fois, j'ai consulté des anthropologues, des réfugiés, des Syriens d'Ottawa. J'ai eu la même réponse de tout le monde. On doit faire des consultations séparées entre les hommes et les femmes. Et on me disait, si on fait des consultations mixtes, les femmes ne parleront pas. Parfait, on va respecter la culture. Alors, le premier matin de la consultation, je dois avoir 30 femmes pour cette consultation. Comme je ne parle aucun mot d'arabe, j'ai évidemment une interprète, mais l'interprète n'est toujours pas sur les lieux. Alors, 30 femmes, 13 sont déjà dans la pièce, prêtes pour la consultation. 17 sont dans le corridor, dans un état d'agitation extrême. Alors, j'essaie de comprendre ce qui se passe, incapable de les lire, et je sens qu'il y a de la tension, qu'il y a de l'émotion, qu'il y a de la colère. J'y comprends rien. Et finalement, l'interprète arrive et je lui demande « Peux-tu clarifier la situation ?» Et ce qui s'est produit, les 17 femmes dans le corridor refusaient d'entrer dans la salle parce que pour elles, leur arrivée au Canada était une occasion inouïe de changer la donne au niveau du rôle des genres. Et donc, pour elles avaient déjà pris connaissance des lois canadiennes. Et tout de suite, elles ont dit, nous savons que la loi canadienne ne permet pas la ségrégation. On exige de faire partie de la consultation des hommes cet après-midi. Je n'avais pas prévu le coup. Les hommes non plus d'ailleurs. Mais donc, on s'est retrouvés avec une situation très intense et les femmes étaient tout à fait fermes dans leur position. Hors de question de prendre part à une consultation qui relevait de la ségrégation. Alors, on a fait une consultation avec les 13 femmes plus conservatrices qui étaient déjà dans la pièce et on n'a pas eu le temps nécessairement de changer la donne pour l'après-midi. Donc, avant la consultation avec les hommes, on leur a annoncé qu'il y a un léger changement au programme. Les femmes se joignent à nous. Alors, ça a vraiment entraîné beaucoup d'émoi. Une partie des hommes sont partis en claquant la porte, en disant « on refuse une consultation mixte ». On leur a expliqué qu'ils avaient le droit de quitter, mais qu'en quittant, c'était clair que leur voix ne serait pas entendue. Alors, les hommes sont partis, peu de temps après, ils sont revenus. Et finalement, les 13 femmes qui avaient eu la consultation le matin sont revenues se joindre à nous en après-midi. Donc, au final, on a eu 30 hommes et 30 femmes pour la consultation. Ça a été un peu délicat pour naviguer le tout, mais encore une fois, c'est un exemple pour démontrer que même en dépit d'une analyse préliminaire très précise, on avait raté la cible. Parce que ça, on ne l'avait pas vu venir du tout. Et les femmes ont, évidemment, avant de leur permettre d'assister à la consultation des hommes, on leur a expliqué clairement que ça les mettait probablement à risque de violence conjugale. On leur a expliqué les ressources au Canada relatives à la violence conjugale pour s'assurer de désamorcer certains scénarios plus pénibles. Alors, encore une fois, et tout au long du projet, évidemment, je n'ai pas le temps de rejet, ça fait partie des meubles. La surprise est inhérente à ce type de projet. Alors, on a offert la formation sur les 4 axes identifiés. On a fait nos pairages. On a fait des rencontres très régulières de suivi. Donc, on fait le suivi à la fois avec des rencontres en face à face, en personne. On essaie de rencontrer les pères aidants aux 6 semaines, autant que possible, et on fait un suivi électronique très serré. On a créé évidemment des formulaires et tout le tralala. On a fait des ajouts à la formation aux besoins. On fait un suivi et évaluation en continu. Alors, soit par des entretiens, soit par des échelles, soit par des mails, on demande aux pères aidants et aux pères aidés, puisque le coordonnateur parle arabe, de faire le suivi et évaluation en continu. Et les résultats ont été tellement probants qu'en juin, en fait, le projet pilote de 30 personnes va probablement être reproduit avec une centaine, 100 ou 150. On hésite à aller trop gros, trop vite, donc on va croître régulièrement. Mais 2 besoins ont émergé au cours de l'année et on va créer un programme spécifique pour les adolescents qui sont à risque de délinquance et un projet aussi spécifique pour les femmes immigrantes.
Ce qu'on a fait aussi, c'est de s'assurer qu'on ait de la publicité dans les médias, de se faire connaître. Et c'est un volet qui a eu beaucoup de succès. Donc ici, à votre gauche, bon, c'est l'homme entre nous deux. La femme de droite, c'est la représentante de la Ville d'Ottawa, le coordonnateur du programme et moi-même. Et à votre droite, c'est vraiment un des pairages, une père aidante qui est à Ottawa depuis 8 ans et une père aidée qui partageaient leur expérience dans les médias. Donc, on a eu plusieurs reportages à la fois à la télé, à la radio, dans les journaux. Ce qu'on a créé aussi, c'est un programme qui permet aux pères aidés d'échanger entre eux pour surmonter les obstacles, ce qu'on appelle en fait une communauté de pratique. Et ce qui a été fascinant, c'est que dès le départ, les pères aidants ont demandé à ce que les concepteurs du programme et les coordonnateurs soient exclus de la communauté de pratique. Ils voulaient avoir un espace où ils avaient pleine liberté de parler, de partager. Et donc, le coordonnateur, moi-même et les autres concepteurs du programme, nous ne faisons pas partie de la communauté de pratique, mais eux-mêmes ont des rencontres régulières et beaucoup d'échanges. Alors, le volet suivi et évaluation, c'est une stratégie qui se fonde, encore une fois, sur les approches participatives. Et la façon dont on fonctionne, c'est de demander à chaque partie prenante ce qui est important pour eux, ce qu'ils veulent qu'on évalue. Donc, tout le monde autour de la table a voix au chapitre et une voix égale pour définir nos indicateurs et ce qui sera vraiment les axes principaux du projet. Donc, on a recueilli des indicateurs de 4 types. Le premier, ce sont ce qu'on appelle des indicateurs d'engagement. Surtout lorsqu'on travaille avec d'autres cultures, il est important de savoir si les gens, je me sentais incapable de lire adéquatement une autre culture, donc on leur demande directement comment peut-on identifier et évaluer votre engagement. Donc, les réfugiés